amiral, messieurs les directeurs, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'être ici, de retour à l'école navale, de ce côté du pupitre, ce qui est assez étrange quand on y revient. J'ai même eu la joie d'y passer une nuit, sans être ni cranté, ni de quart au BSC, ce qui pour des aspirants peut sembler étrange, surtout quand on rêve de baraque en presqu'île et de liberté. Donc voilà, c'est une grande émotion et surtout une impression d'accélération du temps. Et cette accélération du temps est au cœur de la problématique de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est justement un des enjeux fondamentaux. Et c'est inscrit dans le plan Mercator du chef d'état-major de la marine, puisqu'il s'agit de conserver l'ascendant sur nos adversaires, d'accélérer nos prises de décision et d'agir mieux et avant lui. Donc l'IA est un levier de supériorité opérationnelle fondamentale. Mais c'est plus qu'une technologie. C'est quelque chose qui nous fascine au plus profond. Et pourquoi? Pour y répondre, il suffit de regarder les mythes fondateurs. Prométhée, à gauche, dérobe le feu sacré. Et l'IA touche au plus profond, finalement, à l'intellect. C'est une des choses qui nous définit. C'est une sorte de feu sacré. C'est aussi la source du mythe de la singularité, agité régulièrement par les GAFA. Cette idée d'une IA supérieure qui prendrait l'ascendant sur l'humanité. Deuxième mythe qui nous explique pourquoi notre fascination, c'est Icare. Face à une telle perspective de puissance, la tentation est d'essayer de monter le plus vite possible, sans poser les bases, d'accéder le plus rapidement à ces technologies. Mais derrière ça, il y a aussi le spectre de la chute de l'humanité, agité par Hawkins ou Elon Musk, ou des ONG type Stop Killer Robot. Donc finalement, ce sont des mythes très actuels. Et ça nous montre pourquoi l'IA est bien plus qu'une technologie, et ça nous fait comprendre pourquoi elle nous interpelle. Mais quittons un peu l'aspect mythologique pour revenir sur la réalité concrète. C'est aussi une technologie qui va bien au-delà du simple machine learning, qui reste très marketing. Il y a deux grandes branches d'application. C'est un univers scientifique très riche, constitué de communautés scientifiques variées, allant de la recherche opérationnelle, les gens qui font de la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale, autant d'approches, autant de scientifiques différents. Mais deux grandes branches d'application, reproduire les fonctions cognitives, de la perception, de l'interprétation du langage, de l'acquisition de compétences, de connaissances. Et le deuxième axe est la gestion de problèmes à forte complexité. Donc là, je vous ai donné des exemples pratiques sur lesquels le machine learning, pour l'instant, n'apporte pas grand-chose. C'est plutôt du domaine de la recherche opérationnelle, encore une fois. Imaginez, l'école navale vous donne des permissions exceptionnelles. Vous décidez pendant vos vacances de faire le parcours de toutes les villes de France. Étant donné que les permissions ne sont pas infinies non plus et que vous avez des limites en carburant, surtout en ce moment, vous allez vous dire, je vais optimiser mon problème, je vais faire en sorte de passer une seule fois dans chaque ville et de minimiser la distance totale parcourue. Vous avez le problème du voyageur de commerce. Bon courage, 36 000 communes en France. La complexité de ce problème est de l'ordre de 36 000 factoriels. Voilà un problème à forte complexité. Mais ce n'est pas fini, puisque pour partir, vous allez devoir prendre un sac à dos, emporter quelques affaires dans votre coffre. Et là, vous allez vous poser la question, est-ce que j'emmène ma PSP, mon portable, mon ordinateur, des boîtes de conserve, un sac de couchage? Tous ces objets ont un volume, une utilité, et vous allez devoir optimiser votre chargement, parce que vous ne pouvez pas tout emporter. Là aussi, c'est un problème d'optimisation fondamentale. Donc voilà un exemple concret. Mais vous allez me dire, à l'école navale, les permissions ne sont pas extensibles. Et de toute façon, on sait bien que les élèves de l'école navale en vacances stackent leur quiz de bathymétrie, d'océanographie. Voilà, donc ça, du coup, on n'est pas tellement concerné. Faisons une petite traduction dans l'univers maritime. À gauche, les fonctions cognitives. Reconnaissance, effectivement, aide à la veille. Vous reconnaissez un aircraft carrier, une frégate. En dessous, la maintenance prédictive. Il y a énormément d'applications qui ont été décrites aujourd'hui plusieurs fois. À droite, le problème du sac à dos, mais appliqué ou du coffre, appliqué à un BPC. Finalement, un BPC, c'est un gros coffre dans lequel vous allez faire entrer des blindés de toute taille, de toute nature. Vous allez devoir respecter les contraintes de résistance du pont, les contraintes de sécurité, respecter un ordre de sortie donné parce que vous voulez un effet opérationnel prévu. Trouver un équilibre entre compacité et robustesse dans votre chargement. Compacité, si vous êtes trop compact, la moindre petite Jeep qui tombe en panne devant la porte compromet votre débarquement. Si vous ne l'êtes pas assez, vous embarquez pas tout. Voilà, là c'est exactement la transcription de ce que je viens de vous montrer. Au milieu, le trafic maritime mondial. 300 000 bateaux jour à analyser.
Aujourd'hui, avec les équipes et les moyens qu'on a, qui sont humains, l'augmentation de la donnée et du trafic maritime fait que nous ne sommes capables d'analyser que 10% du trafic mondial. Et c'est un vrai enjeu. Donc là, cette problématique est à cheval entre les deux, parce qu'on ne va pas s'en tirer juste avec une approche déterministe ou une approche par statistique. Il y a vraiment une combinaison d'algorithmes pointus à faire pour réussir à traiter cette problématique. Autre cas, on a parlé de l'itinéraire, mais là c'est encore plus complexe. Comment est-ce que je fais pour surveiller une façade maritime ? On va avoir un modèle. Je veux faire que mes SNLE sortent en paix, je veux éviter que les sous-marins adverses viennent espionner mes côtes. J'optimise ma couverture ASM sur la façade. Donc la première modélisation naturelle de ce genre de problème, c'est de dire je vais mettre des zones, un 4 whisky tout simple, avec en rouge celles qui doivent avoir 90% de taux de couverture dans l'année et en bleu celles qui sont à 50%. Mais ça ne suffit pas, parce que comment vous définissez le fait que vos bateaux doivent circuler dans les zones? S'il arrive dans le coin de la zone, il fait toutes ses émissions en haut à droite, ça ne couvre pas la zone. Donc du coup, vous mettez des points sur lesquels ces bateaux vont devoir passer. Deuxième step de la modélisation, vous gagnez en finesse. Mais alors après, vous retrouvez le problème de parcours des villes de France. Donc là, l'idée, c'est d'optimiser avec vos différents moyens, dans le temps, le parcours dans le graphe qui est là. Donc voilà, vous avez vu la transcription. En fait, ce problème est encore plus complexe parce qu'il y a 3 sous-problèmes de la recherche opérationnelle en plus de celui du voyageur de commerce. Mais je ne vais pas m'étendre. Donc, vous voyez la transcription de ce que je vous ai présenté dans le domaine maritime. Mais à part les voyages et mythologie, on en arrive vite à l'Odyssée d'Ulysse. Donc, je vous invite à embarquer à votre banc de nage et à poursuivre le voyage. Pourquoi ? Parce que Ulysse, dans ses rencontres, finalement, rencontre des personnages qui nous apportent à chaque fois des éléments sur comment intégrer une IA concrète et utile dans nos systèmes. Première étape, sortir de la grotte du cyclope Polyphème. Compliqué. Comment Ulysse s'y prend ? Il s'appuie sur son équipage et sur les moyens qu'il a, donc un pieu en bois et le feu. C'est très rudimentaire, mais il arrive à s'en sortir comme ça. Nous, on en est un peu à cet étage-là pour l'instant. Nos moyens sont nos données et les moyens que nous avons de les stocker maintenant avec ce qu'on a sous la main, les moyens du bord. Mais c'est une priorité, il faut qu'on arrive à capitaliser systématiquement nos données. Deuxièmement, les équipages. Ça a une valeur inestimable, une expérience, la diversité des personnalités, du savoir-faire métier. Et ces gens-là, on peut les former, on peut les sensibiliser et développer la culture de la capitalisation de la donnée. Déjà ça nous permettra d'accéder au premier projet. Parce qu'après, l'enjeu, c'est non pas d'essayer de tout résoudre, vous avez bien vu dans les problèmes précédents que ce n'est pas faisable, mais de résoudre problème par problème. Je cible un problème, je le modélise proprement, je trouve mes données, mes contraintes, et je résous petit à petit. C'est l'idée du skateboard. Avant d'arriver à la voiture, vous commencez par construire un skateboard, une trottinette, un vélo, une moto. Petit à petit, vous incrémentez, vous gagnez en performance. C'est bien cette idée-là. Je vous ai beaucoup parlé de concret, mais maintenant il faut voir on va parler projets concrets. Je vais vous montrer 2 petits exemples. Donc l'un développé pendant le hackathon 2018 avec l'école 42, une petite problématique de reconnaissance d'image. L'idée, c'est de capter des flux vidéo venant de caméras à bord du bateau ou de flux de caméras web donnant sur des passages stratégiques. Donc là, on avait conçu un réseau de neurones capable de reconnaître 5 classes, donc frégate, sous-marin, bateau civil, porte-aéronef et ravitailleur. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que là, malgré les changements de zoom, parfois la vision partielle du porteur, le réseau est assez robuste. Donc ça peut apporter un intérêt opérationnel, et évidemment, dans nos capacités à surveiller. Bon, voilà un sous-marin. Donc là, vous voyez, c'est plus compliqué, on avait moins d'images, donc il y a une oscillation entre différentes classes. En plus, le fond est un peu perturbé, il y a les remorqueurs autour. Vous voyez, tout ça n'est pas un problème simple, mais quand même, ça détecte le passage du bateau, ça nous apporte quand même quelque chose. Deuxième petit exemple. Le projet Anaïs, analyse des incohérences de situation maritime. L'idée était de comment aborder la problématique de la surveillance maritime, donc en combinaison différentes approches. L'idée, c'était d'encadrer ce que nous apporte le machine learning, les méthodes stats, par des méthodes déterministes inspirées de notre façon de tous les jours de fonctionner. La richesse de notre métier en lutte anti-navire, on a des réflexes métiers qu'on peut modéliser. Donc c'était cette idée-là. On a fait un petit essai sur la Méditerranée. On a conçu un petit système permettant de faire un peu d'apprentissage avec un réseau bayésien. Et ça nous apporte des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc là, j'active les analyses, je vois différents bateaux, je peux afficher les fiches des navires et les trajectoires. Et dans les trajectoires, les points rouges sont les endroits où il y a des incohérences par rapport à la normalité. Donc là, on voit bien que ce bateau-là a eu des évolutions un petit peu brutales dans cette zone.
il y a aussi d'autres cas qui sont plus flagrants. Donc là, par exemple, on est sud Chypre. Donc là, c'est position inhabituelle, faible probabilité, sachant le type, cargo et les positions antérieures. Donc là, c'est une cassure dans la linéarité des positions habituelles des bateaux qui transitent par là. Alors quand on affiche la trajectoire et l'endroit de l'incohérence, on s'aperçoit que là, il y a eu un ralentissement du bateau et un hippodrome. Donc le bateau a soit attendu parce qu'il était en avance par rapport à son escale, soit récupéré quelque chose. Ce sont des patterns particuliers qu'on identifie régulièrement et qu'on cherche dans une situation maritime. Donc là, vous avez vu le nombre de bateaux. Il est clair qu'une méthode déterministe aurait trouvé ses limites. Autre cas, Sud Chypre, zone très intéressante en ce moment. Il s'y passe beaucoup de choses. Et là, si je regarde, voilà, un cargo, une alarme machine learning. Destination Tartous, intéressant. Alors pourquoi est-ce que le modèle a déclenché? Parce que destination Tartous inhabituelle, faible probabilité, 0%, sachant le type cargo et les positions antérieures. Et la destination, en sachant que la destination statistique la plus probable des bateaux de type cargo dans cette zone-là, parce que c'est par zone que le modèle fonctionne, c'est Limassol. Donc le modèle a trouvé inhabituel qu'un bateau affiche Tartous dans une zone où la plupart des bateaux vont à Limassol. Vous voyez, il n'y a rien de particulièrement intelligent dans la manière de fonctionner, mais en revanche, ça attire notre attention sur quelque chose d'intéressant. Voilà. On va passer au dernier exemple dans la même veine. C'est un fonctionnement sur le même principe. C'est un bateau qui affichait une destination en Turquie et qui s'est retrouvé sud Chypre, alors que les bateaux type cargo allant en Turquie n'ont pas l'habitude de passer là. La plupart des bateaux vont à Limassol, qui est le port de Chypre. Et quand on regarde de plus loin, enfin on dézoome un petit peu, on s'aperçoit que ce bateau était parti de la mer Noire, avait coupé son AIS juste après son appareillage et s'était retrouvé sud Chypre. Voilà. 30 000 bateaux en moyenne en Méditerranée, comment voulez-vous faire ça à la main? Voilà ce que peut apporter le machine learning. En revanche, ça a des limites. Dans certains cas, il y a certains patterns qui ne sont pas détectés parce qu'on reste sur des méthodes statistiques qui ont leurs limites. S'il n'y a pas assez d'occurrences, si les seuils sont mal réglés, on peut avoir des non-détections. D'où l'intérêt de croiser ça avec des approches déterministes. Alors, continuons notre voyage. Donc là, il s'agit de... Ulysse rencontre Circé. Donc là, notre enjeu est de séduire la magicienne, Circé, puisqu'elle peut nous apporter quelque chose. Circé aidera Ulysse, notamment à éviter les sirènes. Nous, l'IA peut nous aider, on l'a vu, mais en étant vigilant, puisque Circé a commencé par attaquer l'équipage d'Ulysse, donc l'a asservi. Donc il y a une question de robustesse derrière tout ça. Il faut qu'on conserve notre robustesse, qui est à la fois technique, donc notre IA, nos algorithmes, nos moyens de stockage doit être distribués dans nos différents systèmes pour avoir une robustesse, d'où l'intérêt d'approcher par projet concret. Et également opérationnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas devenir dépendant de ces systèmes-là, mais c'est la même problématique que l'arrivée des systèmes de navigation électronique. Les gens disaient ça va nous faire perdre notre sens marin, on va abandonner la carte papier, ça va être une catastrophe. Finalement, on a réussi à s'y habituer, à fonctionner avec les deux et à utiliser, optimiser ce que ces nouveaux systèmes pouvaient nous apporter. Voilà, par accoutumance, d'où l'intérêt d'y aller aussi progressivement. La robustesse, elle est aussi dans la qualification, dans la maîtrise de l'algorithme, de son périmètre d'action, de la place de l'homme là-dedans. Est-ce qu'il est dans la boucle? Est-ce qu'il est sur la boucle? Est-ce qu'il est en dehors, face à un missile hypersonique, par exemple? La question se pose fondamentalement. Mais pour la marine, au-delà de ces aspects-là, où est-ce qu'on va? Il y a 3 grands axes d'emploi. La supériorité opérationnelle, d'abord, qui repose sur la supériorité de l'information. C'est-à-dire que j'ai une information mieux fusionnée, mieux maîtrisée, qui me donne déjà, ne serait-ce qu'en visualisation, un avantage. Cette premier pas ouvre sur un deuxième niveau de travail qui est la supériorité dans la décision. C'est-à-dire que je commence à avoir des petites aides à la décision qui me permettent ponctuellement, par problème concret, d'arriver à aller plus vite que l'adversaire. Et enfin, le dernier niveau de supériorité opérationnelle, c'est la supériorité dans l'action. C'est-à-dire que je suis tellement performant dans l'emploi de ces aides à la décision-là que j'arrive à l'utiliser en temps réel dans l'action. Très concrètement, il y a différents axes de travail. L'analyse de situation, vous l'avez vu précédemment avec le projet Anaïs, on analyse, on met en valeur les bateaux suspects, on est plus performant dans ça, on peut analyser plus de bateaux. La veille et l'engagement optimisé, c'est-à-dire que dans une force navale, je partage mes pistes radar, je partage mes pistes sonar, j'améliore ma détection.
Il y a également le niveau supérieur. Ces deux choses permettent de déboucher sur de la proposition d'action. J'ai perdu le sous-marin à tel endroit, mon unité précieuse est là, ma frégate, mon hélico est à tant de temps. Là, je vous propose de la faire dégager à tel cap, telle vitesse, de mettre la Frame Aquitaine en interposition, de faire décoller le NH90 de la Languedoc, et ainsi de suite. De faire décoller le drone. Enfin bon, on peut. Voilà. Donc c'est exactement ça. Et ça, finalement, quand on regarde, c'est un petit problème d'optimisation. Si on garde un nombre de bateaux limité, un cadre modélisable, on arrive c'est atteignable, ça semble atteignable. On n'est pas encore en train de résoudre StarCraft. Et enfin, l'idée, c'est d'arriver à ce qu'on appelle le combat collaboratif. Deuxième pôle, la maîtrise des capacités. C'est à la fois la maîtrise des capacités humaines et matérielles. Matériel, avoir une image numérique de mon bateau. Stocker ma donnée de manière bien plus rigoureuse que ce que je vous ai décrit, pouvoir utiliser cette richesse de données à la fois dans la maintenance prédictive, dans la cyber, c'est plus diffus, et dans la MacOps, la maîtrise des capacités opérationnelles. C'est-à-dire dans l'action, j'ai un impact, je perds tel tableau électrique, telle personne et j'ai une voie d'eau à tel endroit. La priorité du commandant est de continuer le combat, donc de remettre en disponibilité le 76 mm ou l'Aster. On peut, par un problème d'optimisation, encore une fois, arriver à déterminer quel tableau redémarrer, quelle personne mettre à tel endroit pour remplacer tel autre, parce que vous avez le graphe des compétences des gens, vous avez le graphe du fonctionnement du bateau, l'intrication des différents systèmes, vous pouvez travailler sur ces sujets-là. Mais il faut avoir des données propres, bien maîtriser votre système de système. Mais vous observez que ces trois éléments sont trois niveaux d'action dans des temporalités différentes, mais finalement c'est la même problématique de cartographie initiale. Il faut maîtriser votre carte du bateau et vos données. Enfin, le deuxième aspect, c'est l'aspect humain. Avoir un entraînement de meilleure qualité, utiliser des IA permettant de remettre en cause les équipages dans des entraînements, leur donner un entraînement plus riche. C'est fondamental. Troisième pôle, l'aspect drone. On a beaucoup parlé des drones. Vous en avez dans les trois milieux, dans la marine. Et dans les drones, il y a trois niveaux de maturité, encore une fois. C'est-à-dire, j'ai un drone qui détecte mieux, computer vision plus performante, par exemple, ou analyse des signaux en passif, en actif. Donc ça, c'est au niveau du drone. Deuxième niveau de maturité, j'ai un drone qui est capable de reconfigurer sa mission de manière assez cohérente. Donc d'être partiellement automatisé, de gagner un peu en automatisation. Et enfin, le dernier niveau, c'est la capacité pour un nombre d'opérateurs restreint de maîtriser plusieurs drones, puisqu'on n'est pas très nombreux sur les bateaux et on sera amené à utiliser de plus en plus de moyens de ce type. Donc voilà les trois pôles. Mais ça, c'est les grandes directions stratégiques. Concrètement, par quoi on commence? Déjà, maîtriser les plateformes. Le projet Datamarops vise à créer une plateforme qui nous permette de traiter déjà tout ce qui est en ligne. C'est l'idée du cloud, de l'utilisation des moyens cloud, pour, au lieu de se connecter sur Marine Traffic, sur la Lloyd, sur le flux de l'EMSA, l'Agence européenne de sécurité maritime, sur un certain nombre de sources qui nous servent tous les jours. Il y a jusqu'à 19 sites consultés au centre opérationnel de la fonction garde-côte, par exemple. Les gens se connectent sur 19 sources différentes, en ligne. Donc l'idée, c'est d'arriver déjà à les fusionner en utilisant la puissance du cloud. Donc du coup, de mieux partager, y compris avec des gens avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Il y a des gens en mer, les grandes compagnies, avec le contrôle naval volontaire. Des entreprises comme Total, qui ont des plateformes pétrolières, qui ont des moyens de surveillance maritime. EDF, qui met des éoliennes en mer, mais qui mettra aussi des caméras, des radars dessus. Il y a toute une collaboration, un espace de partage sur lequel on peut mieux collaborer pour analyser, en troisième lieu, un petit peu mieux. Mais tout ça, c'est complémentaire du projet Artemis, qui vise à créer des plateformes souveraines, donc qu'on maîtrise, qui sont chez nous, multiniveaux de confidentialité, donc capables de traiter du confidentiel comme du non protégé ou du diffusion restreinte, de croiser ces données-là, parce que c'est un vrai enjeu, on ne peut pas évidemment les mettre en ligne. Deuxième axe, le programme de lutte anti-mine du futur. Il y a déjà des prototypes de drones sous-marins, le programme est en cours. Enfin, la veille collaborative navale, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'idée d'échanger les plots bruts dans la force pour être plus performant. Et enfin, le wargaming, j'ai évoqué un peu l'entraînement, mais ça peut sembler restreint, mais ça ne l'est pas du tout. Parce que le wargaming, c'est aussi la condition nécessaire au développement futur d'IA tactique. On va commencer à les mettre au point contre des équipages à terre. Et à terme, ça sera la supériorité dans l'action, grâce à ça. Donc c'est extrêmement important aussi. Mais là, donc, comment y arriver? Donc là, on quitte Circé pour rentrer à Ithac, on retrouve Pénélope. Donc là, il faut s'inspirer de la vision et de la détermination de Pénélope. Elle avait une vision, attendre Ulysse. Elle s'est donné les moyens
elle a attendu, elle a refait sa tapisserie elle a défait sa tapisserie tous les soirs, elle a refait tous les matins. Donc elle a pris les moyens de sa vision, mais des moyens très concrets. Il s'agissait de défaire une tapisserie. Donc nous, il faut qu'on retrouve, qu'on conquiert cet esprit-là pour pérenniser l'IA. Donc ça repose sur une organisation, donc une chaîne capable de traiter l'IA sur tout le cycle de travail. L'extraction des données, le stockage, la mise en cohérence, le développement de modèles ou d'algorithmes, leur déploiement opérationnel et en cours d'opération, leur recalibration. Parce que ces modèles-là, il va falloir les réajuster en fonction des données réelles du terrain. Donc c'est tout cet enjeu. Il faut être dans le tempo des opérations. Donc il va falloir qu'on crée une chaîne un peu comme la chaîne cyber, mais un peu plus ouverte sur un écosystème extérieur. Il faut falloir qu'on fasse un peu comme les Américains. Finalement, ils ont créé le Joint AI Center. Ils ont mis au même endroit des moyens, toutes les données, des moyens de calcul et des compétences très différentes. Et c'est effectivement une des pistes intéressantes pour réussir à opérationnaliser l'IA au quotidien. Et pour tout ça, on a besoin du coup de tout le monde, toutes les bonnes volontés, toutes les compétences et les expériences. L'école navale a un rôle à jouer clé. C'est l'ouverture de la marine vers le monde académique. Les jeunes officiers, vous êtes plein d'idées, plein d'énergie. Il va falloir porter cette démarche, être conscient de ces enjeux de capitalisation, être ouvert sur ces nouveaux systèmes, même si ça ne marche pas forcément du premier coup. Mais il va falloir s'y habituer, parce que c'est en testant et en reprenant, un peu comme Pénélope, son ouvrage régulièrement, qu'on va arriver à notre finalité. Pour ça, il va falloir du courage, il va falloir de l'intelligence collective, et on a besoin de vous. Voilà. Deuxième axe, c'est la partie architecture. On ne fera rien si on n'a rien pour travailler. Il nous faut des architectures qui capitalisent by design, donc que le moyen de stockage soit intrinsèquement intégré et qu'on puisse récupérer les données facilement dans tous les systèmes. C'est même plus une question. Que ces architectures-là soient ouvertes, c'est-à-dire qu'on arrête de coder en dur l'ensemble d'un système, mais qu'on ait des modules sources, des modules traitement algorithmiques, et que ces modules soient interchangeables parce qu'on travaille bien sur les interfaces. Ça, maintenant, les nouveaux moyens, notamment dans le domaine du cloud, les nouvelles technologies, permettent de le faire. Donc, c'est ça qui nous permettra de remplacer une source par une autre, sans révolutionner tout le système, de remplacer un algorithme par un autre, ou de tester ponctuellement un algorithme venu de l'école navale, par exemple, voilà, opérationnellement. Je vous invite à accoster, du coup, à accoster à Itac. On est arrivé. Là, qu'est-ce qui se passe? Ulysse s'appuie sur son fils, Télémaque, donc il s'appuie sur la jeunesse et l'énergie, et il s'appuie aussi sur sa vieille nourrice et son vieux serviteur, donc sur leur solidité, sur leur expérience. C'est comme ça qu'il arrive à reconquérir sa souveraineté. Donc de notre côté, nous l'enjeu c'est de nous appuyer sur à la fois nos acteurs traditionnels, nos maîtres d'œuvre industriels, qui ont une expertise pointue, qui sont les seuls à pouvoir traiter des problématiques totalement non duales, qui ont le pouvoir d'intégrer du coup des modules venus de l'extérieur proprement dans les systèmes, de les qualifier, de les cybersécuriser. Donc ça, ils ont un rôle clé à jouer. La DGA, l'Agence de l'innovation défense. Voilà, ça c'est nos acteurs traditionnels, ce sont les grands chênes dans la forêt, entourés de jeunes pousses foisonnantes, d'arbres un peu plus jeunes, mais un peu comme le requin devenu gentil au-dessus parce qu'il avait compris son intérêt à évoluer dans ce monde de poissons sans manger tout d'un coup. Il n'y a pas d'étouffement ni de prédation. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à créer. C'est compliqué. C'est pas forcément intrinsèquement dans notre culture de travail, mais pour ça, il faut s'appuyer sur trois choses. Un cadre légal adapté. Donc, il y a une vraie réflexion sur comment fluidifier les échanges de données, les échanges d'algorithmes, la collaboration interindustrielle, étatique, industrie, privée, enfin, monde académique, start-up, PME, etc. Mais une fois qu'on a le cadre légal, le nerf de la guerre reste aussi l'argent. Donc comment est-ce qu'on finance tout ça? Quel nouveau business model on peut mettre en place? En sachant qu'on ne sait même pas aujourd'hui la valeur de ce qu'on va créer demain. Vous êtes face à une porte avec 3 serrures, une pour la DGA, une pour l'industrie, une pour la marine. Si on se dit non, jamais j'ouvrirai la porte en même temps que tel industriel ou que la DGA, on n'y arrivera jamais. On ne regardera même pas derrière. Donc il faut réussir à faire ça, ouvrir la porte ensemble en se disant bon, on va quand même expérimenter, on va mettre une petite chaînette pour que l'un ou l'autre n'aille pas trop loin, mais on va quand même entrouvrir. C'est ça l'enjeu, donc une démarche d'expérimentation et petit à petit la création de nouveaux business models qui permettent de développer tout ça.
Et enfin, des moyens matériels, j'en ai déjà parlé 2 fois, hein, c'est avoir des plateformes collaboratives pour mettre en commun des bases de données d'expérimentation, ainsi de suite. Voilà, nous sommes arrivés à la conclusion. Ulysse nous rappelle 2 choses dans son périple. D'une part, pourquoi est-ce qu'il marche? Qu'est-ce qui le fait avancer? Parce que c'est quand même long et compliqué. C'est la reconquête de sa souveraineté. Et donc, effectivement, il y a un vrai enjeu de souveraineté dans l'IA. La course est lancée et personne ne se fera de cadeau. Mais en même temps, il nous rappelle aussi que les enjeux de souveraineté peuvent devenir extrêmement violents. À la fin, c'est simple, ils massacrent l'ensemble des prétendants au trône. Donc il ne faut pas perdre de vue ça. Il y a une dimension tragique dans l'histoire et dans la dureté des rapports géopolitiques. Donc en fait, la course est lancée et on n'a pas le temps d'hésiter sur l'ouverture ou pas de la porte ou comment. Il faut réussir à marcher dans le même sens et rapidement se mettre en condition pour développer l'IA concrètement. Deuxième moteur pour Ulysse, c'est retrouver son épouse, Pénélope. Donc là, il nous dit aussi autre chose. Il nous montre que les décisions humaines ne sont pas uniquement intellectuelles, même si effectivement ça nous interpelle. Il y a beaucoup plus que ça dans nos décisions. Il y a l'interaction avec le monde sensible, il y a l'aspect spirituel, il y a notre fond culturel, notre héritage, notre histoire, notre construction personnelle. Tout ça, ça rentre en compte dans nos décisions et c'est quelque chose qui vraiment fait la différence par rapport à tous les algorithmes qu'on pourra mettre au point. Donc il faut continuer à le cultiver pour mieux oser et pour utiliser l'IA à bon escient afin de rester en pointe puisque nous n'avons pas le choix. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, je suis Christophe Bonsaber, étudiant au lycée Naval. Je voulais savoir, selon vous, a priori, les autres nations se posent à peu près la même réflexion vis-à-vis de leur marine et de l'IA. Oui. Moi, les pays qui disposent d'une flotte avec à peu près la même force de projection que la nôtre, selon vous, quelle est notre meilleure solution pour rester concurrents face à leur solution et pour, d'une certaine façon, contrer les IA qui voudraient nuire à notre flotte et à notre IA? Alors, donc, en fait, on ne joue pas dans la même cour, malheureusement. Pas pour l'instant, en tout cas, mais ça va venir très vite. En Chine, par exemple, ils ont un accès aux données. Enfin, disons que la question du business model, du cadre contractuel dans lequel on bosse et de l'accès aux données ne se pose pas. Les industriels donnent leurs données de toute façon à l'État qui, lui, maîtrise tout, contrôle tout, maîtrise les données biométriques jusqu'aux données du sonar du bateau. Enfin, il n'y a aucune barrière. Et en plus, il y a des investissements lourds. La Chine capte 50% des investissements mondiaux en IA et a pour l'instant moitié moins de startups que les États-Unis, mais ça pourrait s'inverser, quoi. Donc il y a ça. Comment faire dans ce cas-là? Et en plus, eux, visiblement, pour tout ce qui concerne les robots tueurs ou toutes ces problématiques-là, se posent beaucoup moins de questions éthiques. Je reprends ce qu'a dit Emmanuel Schuffer ce matin. Très bien, vous ne voulez pas travailler sur ce sujet, signez-moi une décharge, comme quoi vos enfants se battront un jour contre des robots. Trump, avec sa manière de communiquer qui peut être un peu particulière, dit la même chose. Il dit jamais j'enverrai mes boys face à des robots, donc en fait on n'a pas vraiment le choix. Bon. Mais donc en fait on joue ni éthiquement parlant, ni du point de vue technique et accès aux données dans la même cour. En revanche, en France, on a une vraie richesse, on a une créativité, une école mathématique extrêmement reconnue internationalement. Les IBM, Google investissent en France pour mettre leur centre de recherche. Donc on a vraiment une carte à jouer si on arrive à structurer l'IA au niveau national. Ensuite, la question c'est comment l'appliquer au domaine militaire. Là, c'est le rôle clé qu'aura à jouer l'AFD, c'est la bonne volonté de l'ensemble des acteurs concernés de marcher dans le même sens autour de tout le mécanisme que je vous ai décrit dans la présentation. C'est ça qui fera la différence, parce que le jour où on aura réussi à mettre en place notre Joint AI Center à la française, on sera performant parce qu'il n'y aura pas de rupture de charge dans le développement de l'IA. On pourra l'adapter au plus tôt aux opérations et aux besoins. Donc c'est là où on va les battre, parce qu'on est meilleur en maths, parce qu'on a une vraie volonté, une vraie créativité, parce qu'on est plus libre, donc on est plus créatif, et puis parce qu'on aura aussi créé les conditions très pragmatiques de travailler. Voilà, sans se taper dessus à la gauloise. Merci. François Delisette, Irena, je mets un petit peu en perspective ce que j'ai entendu pendant la journée. Là. Tout à l'heure, Jean-Christophe Cahen nous parlait de son recul qui était sur les bancs d'école Laval il y a 40 ans, presque, au bout il y a 10 ans.
Et on a des jeunes ici qui vont partir dans les forces très vite et qui pourraient être à cette place dans 10 ans, à la vôtre, ou peut-être dans 40 ans, ou peut-être que dans 40 ans, l'école navale, la notion d'école peut-être aura changé, puisqu'on a bien compris que l'IA, on ne sait pas où elle nous emmène. On projette beaucoup de choses dans le domaine militaire et civil, on l'a vu, mais il y a pas mal d'incertitudes. Alors l'équipe de formation au sens large, formation initiale ici, mais continue, la marine, hein, qui est dans ce domaine bien armée face aux enjeux réels du loin de la Terre, et face à tout, et de plus en plus incertain également. Je voudrais savoir si vous partagez cet optimisme. L'équipe enseignante ici, c'est 10 ans, 20 ans, un peu plus pour certains. On a vu évoluer aussi les générations d'élèves officiers. Et un mot qui résumerait peut-être cette évolution, c'est leur agilité. Et cette agilité, elle vient peut-être un petit peu de ce qui s'est fait, sans minimiser, dans leur formation initiale, dans le secondaire, mais peut-être aussi et surtout par la société. On a parlé de concurrence, marketing, l'entreprise, avec des fins forcément, des parts de marché, les calculateurs qui sont devenus les processeurs qui étaient dans le jeu vidéo, et on voit arriver des jeunes qui sont agiles, ils vont vous présenter très rapidement quelques résultats de projets de fin d'études, ils vont dans les meilleurs labos au niveau mondial de l'entreprise, en quelques semaines ils s'adaptent sur les meilleurs systèmes, et le rôle de la formation initiale, est-ce que c'est pas d'éviter les sirènes du numérique, leur montrer que ça existe, développer un peu l'esprit critique, qui ne se fera qu'avec l'intergénérationnel, ceux qui ont un petit peu plus de recul, et de leur faire confiance et à ce que va nous apporter la société qu'on ignore encore alors qu'on est en train de fondre des programmes de formation pour les années à venir. Voilà, c'est cette notion d'optimisme qui est à la fois au facteur temps et puis ces compétences apportées par la société civile. Vous voyez un petit peu, je voudrais un peu votre avis là-dessus. C'est peut-être plus une remarque qu'une question. Merci. Je ne suis pas du tout d'un naturel pessimiste et je pense qu'une des choses les plus importantes dans ce domaine, c'est le courage de l'optimisme. Parce qu'il faut un certain courage. Je pense que Pénélope, quand elle refaisait ses tapisseries tous les soirs, elle avait quand même le courage de l'optimisme. Ça, c'est la première chose, il ne faut jamais le perdre. Sinon, on perd la guerre. Première chose. Deuxièmement, sur l'agilité. C'est une vraie richesse. L'agilité, l'ouverture sur le monde académique, l'ouverture sur la volonté de créer des startups. On est face à des générations qui, sortant de l'X, se disent aller dans un grand groupe, non. Je vais créer ma start-up. Ça, c'est fabuleux. Quand je vous parlais de la chance qu'on avait en France, c'est ça. Donc ça, c'est à cultiver. En revanche, il ne faut pas perdre de vue, enfin, je reviens à Icare, hein, dans ce domaine-là, il faut rester, être à la fois visionnaire et très concret, aborder les problèmes par problème concret, tout en conservant la vision long terme. C'est très dur. C'est très dur, on a très vite envie de s'envoler, mais en revanche, il faut arriver à phaser en se disant, bah voilà, c'est quoi les conditions à mettre en place aujourd'hui. Je sais que c'est pas drôle de travailler sur le cadre législatif, sur comment on va stocker nos données, c'est terre à terre, je préférerais faire des algos extraordinaires. Non, bah déjà, il faut commencer par ça. Et tout en ayant l'idée de quel algo je vais faire dès que j'aurai les données. Donc de ne pas dire je vais tout résoudre, je vais tout cartographier, je vais mettre des stockages monstrueux partout. Non, c'est déjà, ok, je commence par la frame, je stocke le CMS sur une durée, au lieu d'un mois, je vais le stocker pendant 3 mois. Ensuite, ces données-là, je vais les mettre sur un espace de partage commun au sein de la défense, école navale, CEPN, DGA, EMI, ainsi de suite. Une communauté data IA, je vous en avais pas parlé, mais c'est ce qu'on essaie de créer pour mettre en commun des jeux de données opérationnels, les mettre en cohérence ensemble, et ainsi de suite. Développer les premières briques algorithmiques ensemble. Voilà. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Donc, c'est à la fois le courage de l'optimisme, la vision très pragmatique et en même temps la cohérence d'ensemble dans le long terme. C'est ce qui fait la force de la Chine. Leur planification actuelle, c'est une étape prévue depuis 20 ans, quoi. Et c'est pas fini. Donc c'est ça, c'est ces 3 piliers-là. Ah, la dernière. Ouais. Merci capitaine, enseigne de vaisseau Lefebvre, promotion N16. Je voudrais aussi remercier monsieur Denizet pour son éloge. Je partage totalement cette vision. Je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé d'une certaine, on va dire, escalade. Tout le monde cherche à maîtriser l'IA pour gagner sur le terrain. Et vous avez aussi parlé d'une notion culturelle, on va dire de morale, qui est différente en fonction des États. Est-ce que finalement ça passe à la limite? Celui qui aura le moins de morale gagnera forcément parce qu'il aura dépasser les limites de l'autre et ça se sentira au final sur le terrain. Est-ce que c'est pas finalement ça la fin de l'IA, ce que vous annoncez? Non, parce que si on nivelle par le bas la morale, on va perdre
je vous avais dit, l'humain, enfin, ce qui intrinsèquement nous construit, c'est notre intellect et ce fond culturel, cet héritage. L'IA n'est l'héritière de personne, n'a aucun héritage. Et si on s'attaque dans nos sociétés à cet aspect profondément humain, par technophilie, technocentrisme, volonté d'aller plus vite que le voisin, de ne pas se laisser dépasser, on va perdre une partie de notre richesse qui fait notre créativité. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas parce qu'ils sont moins moraux qu'ils vont gagner. En revanche, la partie morale doit pas être conçue comme étant absolue. C'est pas blanc ou noir. Je veux dire, un marteau peut être un excellent instrument pour poser un clou, pour planter un clou, mais en même temps peut servir à tuer quelqu'un. Donc finalement, une arme en soi, c'est un objet industriel. C'est son utilisation qui va faire la différence. Donc on a en Europe des valeurs, en France en particulier des valeurs humanistes qu'on défend et qui fait notre grandeur. On va continuer à les défendre, mais en revanche, il ne faut pas être naïf. Je pense qu'à l'âge du bronze, ils ne se sont pas dit le fer c'est pas moral, donc je ne vais pas développer le métal. Enfin, ceux qui ont fait ça se sont fait détruire. Donc, dans l'armement, de toute façon, c'est un équilibre épée-bouclier, mais en revanche, la différence se fait sur la manière d'utiliser nos armes. Ouais. Merci beaucoup.